La France est un royaume qui vacille, un empire de contrastes insoutenables. D'un côté, le peuple, des millions de paysans qui plient l'échine dans les champs, les mains couvertes de boue et de sang, le ventre creux, les yeux vides d'espoir. De l'autre, une cour fastueuse, éclatante, éblouissante. Le palais de Versailles, où les lustres scintillent, où les tables ploient sous le poids de mets délicats, où les robes de soie traînent sur les marbres polis. Chaque jour, le peuple se lève avec la peur de mourir de faim. Les récoltes de l'année précédente ont été désastreuses. Le blé manque, le pain devient un luxe. Des femmes, désespérées, marchent des kilomètres pour obtenir une miche de pain. Souvent, elles rentrent les mains vides, les enfants pleurant de faim. À Paris, les rues sentent la sueur, la maladie et la colère. On y voit des mendiants étendus sous des porches, des artisans ruinés, des familles entières vendant leurs maigres biens pour quelques sous. Les prix flambent, les impôts écrasent et la justice est absente. Pendant ce temps, à Versailles, un autre monde existe. Le roi Louis XVI passe ses journées entouré de courtisans, enfermé dans un univers où la réalité du peuple n'existe pas. Sa passion est de la chasse, l'horlogerie, les dîners somptueux. À ses côtés, la reine Marie-Antoinette, surnommée l'Autrichienne, incarne pour beaucoup le scandale et la frivolité. Ses coiffures extravagantes, ses bijoux étincelants, ses bals grandioses sont devenus l'image même de la déconnexion entre le trône et la rue. Le fossé est immense, et dans ce fossé, la haine grandit. Mais au-delà de la faim, au-delà des impôts, c'est une idée nouvelle qui se répand, celle que les hommes naissent libres et égaux. Dans les cafés de Paris, on lit les écrits de Voltaire, Rousseau, Montesquieu. On discute passionnément de liberté, de droit, de justice. Dans les ruelles circulent des pamphlets interdits qui dénoncent l'injustice, qui appellent à la révolte. Ces feuilles de papier, si fragiles, deviennent des armes plus puissantes que les épées. La rumeur enfle, le roi est faible, la reine est haïe, le pouvoir chancelle. Dans les faubourgs, les ouvriers murmurent. Dans les marchés, les vendeuses crient dans leur colère. Dans les villages, les paysans rêvent d'un monde sans seigneur. Les murmures deviennent des voix. Les voix deviennent des cris. Et ces cris résonnent comme le tonnerre qui annonce la tempête. Paris tremble. Chaque rue devient une poudrière. Les soldats observent la foule, nerveux, la main sur la crosse de leurs fusils. La Bastille, sombre forteresse, symbole de la tyrannie royale, se dresse au cœur de la capitale comme un rappel constant. La monarchie peut enfermer qui elle veut, quand elle veut. Mais le peuple n'a plus peur. La faim, la misère, l'injustice ont éteint la crainte. Il ne reste qu'une détermination brûlante. 1789 n'est pas seulement une année de souffrance. C'est une année où tout va basculer. Car bientôt, les flammes de la révolte embraseront Paris et l'histoire du monde en sera changée à jamais. Pour comprendre la Révolution française, il faut d'abord comprendre la vie avant qu'elle n'éclate. La France de la fin du XVIIIe siècle est un royaume d'inégalités extrêmes, où deux mondes s'opposent avec une brutalité insoutenable. Dans les campagnes, le quotidien des paysans est fait de sueur, de fatigue et de faim. Leurs mains sont calleuses, leurs visages creusés par le travail sans fin. Du matin au soir, ils labourent la terre, récoltent le blé, s'occupent des vignes. Et pourtant, malgré tout ce labeur, ils n'ont presque rien. Car une grande partie de ce qu'ils produisent ne leur appartient pas. Ils doivent payer des impôts écrasants au roi, des taxes à l'Église, des redevances aux seigneurs locaux. À la fin, il ne leur reste qu'une poignée de farine,
parfois même pas assez pour nourrir leurs enfants. Les années 1780 ont été marquées par de mauvaises récoltes. L'hiver a été glacial, les champs sont restés stériles. Le prix du pain a explosé. À Paris comme en province, une miche de pain coûte désormais une journée entière de travail. Le peuple est désespéré. Certains passent à des nuits entières à attendre devant les boulangeries, espérant acheter ne serait-ce qu'un quignon de pain sec. Les fils s'allongent, les disputes éclatent, et parfois la faim conduit à la violence. Pendant que le peuple souffre, la noblesse, elle, vit dans un autre monde, un monde de luxe et de faste. À Versailles, les lustres brillent de mille feux, les murs sont recouverts d'or et de miroirs. Les banquets s'enchaînent, les tables croulent sous des plats raffinés. Gibier, poisson, pâtisserie. On sert du vin à volonté, du champagne, des douceurs venues des colonies lointaines. Chaque soir, la musique résonne, les bals s'animent, les robes de soie tournoient sous les plafonds peints. Le roi Louis XVI, timide et indécis, se consacre à ses passe-temps favoris, la chasse et la mécanique. Il répare des serrures, construit des horloges, tandis que son royaume s'écroule autour de lui. Il ne comprend pas la colère qui gronde. Il ne voit pas l'abîme qui sépare sa vie confortable de celle de son peuple. À ses côtés, la reine Marie-Antoinette est devenue le symbole de cette fracture. On la surnomme Madame Déficit, tant ses dépenses scandalisent. Ses coiffures extravagantes, ses bijoux étincelants, ses fêtes fastueuses donnent l'image d'une reine insouciante, étrangère aux souffrances de son peuple. Qu'elle ait ou non prononcé la célèbre phrase « qu'il mange de la brioche », peu importe. Dans l'imaginaire du peuple, elle incarne désormais le mépris et l'indifférence de la monarchie. Et ce fossé ne cesse de s'élargir. Car ce n'est pas seulement la faim qui ronge la France, c'est aussi le poids d'un système injuste. Le clergé et la noblesse jouissent de privilèges immenses. Ils paient peu ou pas d'impôts, alors que le tiers-État, c'est-à-dire 97% de la population, paie beaucoup d'impôts population, supporte presque seul les charges du royaume. Le paysan, l'artisan, le marchand, tous ploient sous le fardeau. Dans les villes, les artisans ferment boutique. Les ouvriers errent dans les rues à la recherche de travail. Les mères implorent pour un peu de nourriture. Les enfants meurent de malnutrition. Les émeutes de la faim se multiplient. À Paris, des boulangeries sont pillées, des chariots de blé interceptés par des foules enragées. La peur grandit chez les élites. Mais dans ce climat de désespoir, une idée nouvelle prend racine. Le peuple commence à comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il est la majorité. Et si la majorité se levait contre la minorité qui gouverne? Et si la voix des misérables pouvait faire trembler les murs de Versailles? Ce contraste brutal entre la misère du peuple et le luxe de la cour devient l'étincelle invisible, mais inévitable, qui prépare la révolution. La France est une marmite bouillante, et bientôt, elle va exploser. La colère monte, lentement d'abord, comme un murmure dans la nuit. Puis, chaque jour, un peu plus fort. Dans les ruelles de Paris, dans les marchés bruyants, dans les tavernes enfumées, une question brûle les lèvres. Combien de temps encore allons-nous supporter cela? Les visages sont marqués par la faim. Les voix tremblent de rage. Les gens se rassemblent par petits groupes, parlent à voix basse, puis osent enfin crier ce que tous pensent en silence. Il faut du changement. Dans les cafés de la capitale, un nouveau souffle circule. Ces lieux, jadis réservés aux discussions mondaines, deviennent les foyers d'idées révolutionnaires. On y lit les journaux,
On y partage des pamphlets interdits, imprimés à la hâte et distribués sous le manteau. Ces feuilles, fragiles, portent des mots puissants: liberté, égalité, justice. On y dénonce la tyrannie, l'oppression, l'injustice des privilèges. Dans les faubourgs, les ouvriers parlent de leur journée sans pain. Dans les villages, les paysans évoquent les seigneurs qui continuent de prélever des taxes sur des terres stériles. Dans les salons éclairés par les chandelles, des bourgeois cultivés débattent des écrits de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu. Partout, le même constat: le système est pourri et il doit tomber. Les mots deviennent des armes. Un discours de rue enflamme des dizaines d'hommes. Un pamphlet clandestin, glissé dans les mains d'un ouvrier, circule ensuite de maison en maison, enflamme des centaines d'esprits. Les idées se propagent plus vite que les soldats ne peuvent les arrêter. Le climat s'alourdit. À chaque coin de rue, on voit des soldats du roi, méfiants, nerveux, prêts à tirer. Mais plus ils déploient la force, plus la haine du peuple grandit. Les Parisiens ne baissent plus la tête. Ils regardent les gardes dans les yeux, avec défi. La faim devient une arme en elle-même. Les mères qui n'ont rien à donner à leurs enfants crient leur désespoir sur les places publiques. Les artisans ruinés, les étudiants sans avenir, les paysans acculés, tous se reconnaissent dans une même colère. La misère, partagée par des millions de Français, devient un ciment qui unit le peuple. Puis vient l'étincelle. Les rumeurs courent à travers la capitale. On dit que le roi prépare une répression. On dit que des troupes armées se rapprochent de Paris, prêtes à écraser toute révolte. La peur se mélange à la rage. Chaque bruit de sabots de cheval, chaque cliquetis de sabre fait frissonner les Parisiens. Mais cette fois, la peur ne paralyse pas. Elle se transforme en détermination. Si le roi arme ses soldats, alors nous armerons nos bras, dit-on dans les quartiers populaires. Les cris se répandent. Assez de faim, assez d'injustice, assez de rois qui vivent dans l'or, tandis que nous mourons dans la boue. Ces cris enflent comme une tempête, résonnent dans les rues, frappent les murs de pierre. Et déjà, la Bastille, sombre et imposante, devient le symbole de toute cette colère. Chaque regard tourné vers elle est chargé de haine et d'espérance. Derrière ces murs épais, ce n'est pas seulement une prison, c'est l'image de l'oppression, de l'abus de pouvoir, de la monarchie elle-même. Le peuple en est convaincu. Il faut frapper fort. Il faut un geste qui marque l'histoire, un coup qui brise les chaînes invisibles. Et bientôt, cette étincelle se transformera en un incendie qui embrasera toute la France. 14 juillet 1789. Un jour qui allait entrer dans l'histoire. Ce matin-là, Paris s'éveille avec un souffle nouveau. Dans les rues, on ne parle que d'une chose, l'armement. Le peuple veut des fusils, de la poudre, des canons. Et une rumeur enfle. Dans la Bastille, cette forteresse lugubre, il y aurait des réserves de poudre à canon. Des milliers de Parisiens se rassemblent, hommes, femmes, jeunes, vieux. Certains portent des pics rouillés, d'autres des bâtons, des outils, tout ce qu'ils peuvent trouver. Leurs visages sont tendus, leurs yeux brûlent d'une détermination farouche. Le temps des murmures est passé, c'est l'heure d'agir. La Bastille, symbole de la tyrannie, se dresse devant eux. Ses murs épais, ses tours massives dominent le quartier. Depuis des siècles, ce lieu inspire la peur. On dit qu'on y enferme les opposants, les écrivains jugés trop dangereux, les voix dissidentes. Entrer à la Bastille, c'est disparaître. Mais ce 14 juillet, la peur change de camp. La foule avance. Les gardes observent, hésitants, conscients que leur nombre est dérisoire face à la marée humaine qui gronde.
Au début, les manifestants tentent de négocier. On demande au gouverneur de livrer la poudre et les armes. Mais le dialogue échoue. La tension est insupportable. Chaque minute semble interminable. Soudain, un coup de feu éclate. Nul ne sait qui a tiré le premier. Mais en un instant, tout bascule. Le vacarme de la bataille envahit les rues. Les cris du peuple, les détonations des mousquets, les tambours battant la charge. La Bastille devient un champ de guerre. Les assaillants se ruent contre les portes, brisent les chaînes, hurlent leur colère. Certains escaladent les murs avec des cordes improvisées. D'autres tirent à des canons qu'ils ont récupérés aux Invalides quelques heures plus tôt. Le ciel s'assombrit sous la fumée de la poudre. L'air est saturé de cris et de l'odeur de la mort. Pendant des heures, l'affrontement continue. Chaque minute paraît une éternité. Le peuple refuse de reculer. À chaque tir ennemi, de nouveaux combattants se précipitent en avant, portés par la rage et l'espoir. Des hommes tombent, transpercés par les balles, mais d'autres reprennent aussitôt leur place. La détermination est telle qu'aucune force ne peut arrêter cette vague. À l'intérieur de la forteresse, le gouverneur de Launay hésite. Il sait que tenir est impossible. Les munitions s'épuisent, les hommes sont épuisés, et dehors, la foule enragée grossit sans cesse. Finalement, sous la pression, il cède. Les portes de la Bastille s'ouvrent. La foule envahit la forteresse comme une marée. Les cris de victoire résonnent, étouffant les derniers échos des armes. Le gouverneur est capturé. Dans la fureur populaire, il est exécuté, sa tête plantée sur une pique et exhibée dans les rues de Paris. La Bastille est tombée. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une victoire symbolique. En une journée, le peuple venait de renverser l'un des piliers de l'Ancien Régime. La prison qui représentait la peur et l'oppression n'était plus qu'un tas de ruines fumantes. Ce soir-là, dans tout Paris, la nouvelle se répand comme un éclair. Les cloches sonnent, les foules dansent et pleurent de joie. Un monde vient de basculer. Le roi n'est plus intouchable, la monarchie n'est plus invincible, et le peuple, pour la première fois, comprend sa propre force. La Révolution française vient de commencer. 14 juillet 1789 n'était que le commencement. Lorsque la Bastille s'effondra, ce ne fut pas seulement des pierres qui tombèrent. C'est un monde entier qui s'écroulait. Dans les rues de Paris, la victoire résonna comme un tonnerre. Des cloches sonnèrent à toute volée, des foules entonnèrent des chants de joie, des hommes et des femmes s'embrassèrent en pleurant. Le peuple, longtemps réduit au silence, venait de faire trembler les fondations d'un royaume millénaire. Pour la première fois, il comprit sa force. Mais derrière cette euphorie, un avenir incertain se dessinait. Car si la Bastille n'existait plus, l'Ancien Régime, lui, résistait encore. Louis XVI, au château de Versailles, apprit la nouvelle avec effroi. Le roi, jadis figure d'autorité absolue, n'était plus qu'un homme contesté. Ses conseillers l'avertissaient. Le peuple n'obéissait plus. La cour murmurait, les nobles tremblaient. Un gouffre venait de s'ouvrir entre la monarchie et ses sujets. Marie-Antoinette, déjà détestée, devint la cible de toutes les colères. On la peignait comme l'ennemi du peuple, comme l'étrangère insouciante qui dansait encore alors que la France brûlait. Ses larmes, ses prières, rien ne pouvait désormais effacer l'image de la reine frivole et cruelle. Dans les rues de Paris, cependant, un nouveau climat régnait. La peur avait changé de camp. Là où hier encore les soldats imposaient leurs lois, aujourd'hui, ce sont les citoyens armés qui patrouillaient. Des milices populaires se formaient,
Des assemblées de quartier discutaient de justice et de droit. On parlait d'une constitution, d'une assemblée nationale, de la fin de la monarchie absolue. Pourtant, derrière l'espoir, l'ombre grandissait. La révolution ne serait pas seulement une fête de liberté. Elle allait se transformer en un torrent de sang. Car la colère qui avait détruit la Bastille n'allait pas s'arrêter là. Déjà, on réclamait la tête du roi. Déjà, on parlait d'égalité totale, de renversement des privilèges. Les idées devenaient plus radicales, les voix plus violentes. Et bientôt, le nom d'une invention allait résonner dans toute l'Europe, la guillotine. Sa lame d'acier, froide et implacable, allait devenir le symbole d'une justice nouvelle, mais aussi d'une terreur sans précédent. Des milliers d'hommes et de femmes, nobles, prêtres, ennemis politiques, allaient y laisser leur vie. La Révolution française, commencée dans l'espoir, se poursuivit dans le sang. Le peuple qui rêvait de liberté découvrit aussi l'horreur de la terreur. Mais malgré le chaos, malgré la violence, quelque chose d'irréversible s'était produit. Le monde ne serait plus jamais le même. Des idées étaient nées, et elles allaient se répandre bien au-delà des frontières de la France. De l'Europe aux Amériques, les peuples allaient s'inspirer de ce cri. Liberté, égalité, fraternité. Et dans ce tumulte, une nouvelle figure allait émerger. Un jeune général ambitieux, au regard de feu, Napoléon Bonaparte. De la poussière de la Révolution, il allait bâtir un empire, conquérir l'Europe et marquer l'histoire à jamais. La chute de la Bastille n'était pas seulement la fin d'une forteresse. C'était la fin d'un monde et le commencement d'un autre. La Révolution française avait ouvert une porte que rien ne pourrait refermer. Mais derrière cette porte, il n'y avait pas seulement la lumière de la liberté. Il y avait aussi l'ombre de la terreur. Un nouvel espoir, sombre et incertain, venait de naître.